Je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on écoute Yves qui va nous parler de focus sur l'IETP. C'est mon titre? C'est moi qui ai mis ce titre. Alors, tu as le droit de choisir un autre titre si tu veux. Moi, je l'ai suivi. Oui, donc Guillaume Jourdaud m'a proposé de parler d'IETP. Vous avez compris que, en réalité, on n'est pas des spécialistes de l'IETP parce qu'on croit vraiment à l'ETP en présentiel, parce qu'on en fait depuis longtemps, parce que c'est adapté aux patients que l'on éduque, notamment les enfants et les adolescents en période de transition. Mais c'est vrai que le numérique envahit notre vie sociale, professionnelle, et que la période sanitaire qu'on vient de connaître a interrogé sur le type de pédagogie finalement que l'on proposait aux patients, et de voir comment ces outils pouvaient optimiser cette éducation finalement. Donc le présentiel, vous avez compris qu'on y était attaché, y compris pour des questions dont on n'a pas toujours beaucoup parlé, c'est-à-dire que parfois ce que nous remontent notamment les ados en transition, c'est que pour eux le plus important, c'est les pauses, c'est les interactions qu'ils ont avec les jeunes de leur âge. Ils n'ont jamais vu d'autres personnes atteintes du syndrome de Marfan ou d'autres pathologies, et c'est l'occasion de les rencontrer, y compris sur cette image-là, avec une patiente partenaire, où ils vont discuter de où est-ce que tu as acheté tes habits de taille 48, ou de grande taille, etc. Enfin bon, en tout cas, cet aspect pause en dehors des sessions éducatives est important et difficile à transposer sur une version distancielle. Et l'autre chose, c'est l'atelier psychologique. On en a parlé ce matin avec différentes modalités où souvent les médecins sont exclus de ces ateliers, mais les psychologues ont des moyens qui permettent même pour des enfants jeunes, d'arriver à communiquer, de s'exprimer, et de façon souvent très positive. Et c'est vraiment quelque chose qui paraît indispensable dans nos journées d'éducation thérapeutique. En dehors de ça, évidemment, tout ce qui est communication non verbale. Mais à côté, on en a parlé, on a des difficultés à regrouper les patients et les professionnels sur une même journée ou sur une même demi-journée, sur une période hospitalière, que ce soit pendant les vacances scolaires, que ce soit pendant le week-end. De notre côté, on les fait venir aussi de nouveau à l'hôpital, même si on trouve des lieux qui sont plus neutres, maison des parents ou maison plus adaptée. C'est toujours quand même un peu stressant comme ambiance. Vous verrez que sur les photos, il y a une partie du personnel qui reste en blouse blanche. C'est chronophage, on l'a dit, la préparation, la journée elle-même, ça mobilise un nombre de personnel quand même significatif pour un nombre de patients qui est limité. On est content de ce qu'on a fait dans l'éducation thérapeutique transition Marfan, mais en réalité, on n'avait pas plus de 4-5 patients sur une journée d'éducation thérapeutique. Enfin, on s'est aperçu, et c'est une critique que je m'adresse, au début de l'éducation thérapeutique, quand on faisait des topos médicaux, finalement, pour expliquer ce que c'est que le syndrome de Marfan, on avait des topos très linéaires, très verticaux, finalement, qui étaient un peu des topos qu'on aurait fait à des étudiants en médecine, par exemple, qui ne sont peut-être pas adaptés à des jeunes en journée d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez interactifs, pas ludiques, et ne les faisaient pas assez participer. Et donc, c'est là que c'est discuté comment, en fait, utiliser des nouveaux outils ou des outils numériques pour optimiser, enrichir la pédagogie de l'éducation thérapeutique. Et vous voyez que il y a toute une palette finalement de possibilités de passer du tout présentiel au tout distanciel. Le tout présentiel, aujourd'hui, c'est assez rare que ça soit exclusivement du présentiel sans outils numériques. Alors, on a vu qu'il y avait des groupes de travail, de collaboration entre patients
sans aucun outil numérique, sans présentation avec un vidéoprojecteur, qui sont très intéressantes quand elles sont interactives, ludiques et permettent la coopération des patients. Mais de plus en plus, on utilise quand même un minimum d'outils numériques. Et donc, c'est là qu'on a ce qu'on appelle le présentiel enrichi, c'est-à-dire que l'éducateur, le formateur, va utiliser une palette de multimédia, en fait, c'est-à-dire des vidéos, des quiz, inciter les patients à aller sur une tablette ou sur un smartphone pour répondre à des questions. Et donc, ils vont enrichir finalement le présentiel. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler le présentiel augmenté, c'est-à-dire d'inciter le patient à aller, avant de faire sa session en présentiel, de l'inciter à aller voir des ressources en ligne, des ressources pédagogiques, des vidéos, même des quiz, donc une espèce de classe inversée finalement, en amont ou en aval, pour préparer finalement la journée d'éducation thérapeutique en présentiel, ou poursuivre finalement la pédagogie une fois qu'il a fini sa séance. Et donc, c'est là qu'on a des classes inversées, qu'on a des outils numériques qui vont être sur des sites Internet ou sur différents modules. Et puis, il y a un type de formation un peu hybride. Alors là, on a entendu plusieurs fois le mot hybride. Ça veut dire qu'il y aura un partage plus ou moins important de distanciel et de présentiel qui va associer de différents outils numériques avant, après, pendant. Et donc, en tout cas, une partie de la formation va être en distanciel, synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire avec un éducateur en ligne qui va guider l'éducation ou en autonomie. Et puis, il y a ce qu'a présenté Guillaume Jondeau comme étant du distanciel à 100% quelque part, c'est-à-dire l'équivalent du e-learning, même si dans son cas, il y a quand même différentes modalités, puisqu'il y a du distanciel où le patient est complètement autonome, donc asynchrone, et du synchrone, puisqu'il y a la visioconférence, la vidéoconférence de type ce qu'on appelle les MOOC ou du e-learning, qui peut être intéressant pour des patients qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons lors de journées en présentiel. Là, on peut avoir du distanciel, donc synchrone ou asynchrone, mais on peut aussi avoir, parce qu'on sait que tout ce qui est MOOC, e-learning, etc., ce n'est pas adapté à toutes les populations. Et par exemple, pour les jeunes, on est plutôt sur du micro-learning ou du mobile learning, c'est-à-dire finalement de faire des petits modules qui durent quelques minutes et qui peuvent aller sur le mobile, sur le smartphone, et qui peuvent être quand même utiles pour les accrocher et pour éviter qu'ils se lassent trop facilement sur des outils numériques qui prennent un peu de temps. Hein. Les jeunes passent leur temps à zapper sur leurs différents types de réseaux, et c'est quand même compliqué de les laisser concentrer sur un outil numérique qui prend un peu de temps. Donc, dans quel but faire de l'IETP? Donc, encore une fois, c'est toucher des patients pour qui c'est difficile de venir à l'hôpital, c'est étendre la diffusion du programme de TP à l'ensemble du territoire, mais aussi à des âges différents. On a vu pour le syndrome de Marfan, finalement, que le programme de TP, finalement, essaie de se construire dans différents centres. Mais il y a quand même un certain nombre de zones, de villes, de régions où il n'y a absolument pas de programme aujourd'hui disponible en présentiel ou en distanciel. C'est proposer des ressources pédagogiques avec des nouvelles méthodes qui soient plus interactives, actives, qui fassent participer, collaborer le patient et qui restent ludiques pour être attractives. C'est d'inclure des parties prenantes qui n'interviendraient pas en présentiel. On peut faire intervenir effectivement des experts. On l'a vu ce matin avec une personne de Montpellier qui intervient sur un autre type d'ETP, mais ça peut être faire intervenir une sophrologue, un APA, quelqu'un qui est un conseiller en génétique qui va pas être disponible pour une demi-heure en présentiel. Donc, multiplier les leviers d'engagement, c'est peut-être la réponse à la question comment toucher l'ensemble de la population. C'est varier les possibilités d'intervention,
que ce soit en synchrone, asynchrone, individuel ou collectif. Et enfin, le numérique permet d'avoir des données statistiques pour savoir le degré d'engagement des patients dans le programme, quel est le module qui leur a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, quelle est leur satisfaction, et finalement pour adapter le programme, parce que ce qu'on fait là est absolument pas fixe, ça doit évoluer, ça doit pouvoir en tout cas évoluer. Donc le TP à distance, quand? Alors effectivement, ça peut être que le bilan éducatif et finaux ou les séances individuelles ou collectives, ou les deux. Ça peut être synchrone, c'est-à-dire en visioconférence ou avec plateforme numérique, ou complètement asynchrone, comme on l'a vu pour le TP de Bichat. Alors l'avantage pour le BEP initial, c'est que ça permet de varier les médias d'échange, ça permet de gagner du temps aussi. Pour certaines personnes, c'est plus facile de faire une introspection et de s'exprimer à distance, pour d'autres non, et donc ça peut être un frein à la relation de confiance, à l'alliance thérapeutique. Ça peut être plus compliqué pour les enfants. Le BEP final, hein, on parle souvent du BEP initial, mais on est censé réévaluer après l'impact du projet d'éducation thérapeutique. Souvent, c'est difficile de faire venir les patients que pour ça à distance. Pour la séance éducative, là on l'a dit, l'avantage c'est une co-animation possible avec des personnes éloignées, autres professionnels, un expert de la thématique, un patient expert, une association de famille. La difficulté donc sur une séance collective, même synchrone avec un animateur, c'est vraiment parfois de difficulté d'avoir une dynamique de groupe, c'est de ne pas avoir de temps informel pendant les pauses qui permettent les opportunités d'échange, de création de liens. C'est la difficulté de prendre en charge le non-verbal ou de faire des travaux en sous-groupe. Donc ça implique de trouver des solutions qui ne sont pas comme ça toujours évidentes pour trouver des techniques d'animation qui impliquent et qui rendent actifs les patients, les faire participer, les faire collaborer, coopérer. C'est ça qui finalement va les faire progresser dans leur éducation thérapeutique. Et puis, c'est limiter aussi le nombre de patients. Effectivement, c'est difficile d'avoir plus de 4 à 8 patients, notamment en visioconférence. Alors, il y a différentes ressources numériques qui sont possibles, qui existent déjà. Hein. Il y a les sites Internet, il y a les MOOC, il y a les chaînes YouTube, il y a des vidéos pour le contenu pédagogique. Il y a des classes virtuelles ou visioconférences sécurisées qui permettent de faire des visios et intégrer le maximum de patients. Il y a des serious games ou la réalité virtuelle, voire réalité virtuelle augmentée qui permet de faire expérimenter, résoudre et mettre en place des stratégies. Il y a aussi des logiciels qui permettent d'apporter du ludique, on dit gamifié. Bon, il y a des mots nouveaux en éducation thérapeutique, avec des logiciels qui permettent aussi de créer des quiz, des QCM, que les patients peuvent résoudre en présentiel ou en distanciel. Et après, on fait des nuages de mots, ou en tout cas, on peut évaluer leurs connaissances et comment ces connaissances évoluent. Donc en fait, moderniser le TP, les outils de TP en eux-mêmes ne font rien. Ce n'est pas ça qui est l'innovation. C'est leur utilisation dans finalement une vision où on va utiliser à la fois du collectif en présentiel, en visio, des groupes de discussion, groupes de parole, des vidéos pédagogiques, des quiz interactifs, des ateliers jeux, etc., qui vont permettre de progresser. Donc en fait, effectivement, il faut avoir une boîte à outils numérique qui va permettre d'adapter en fonction du public le TP. Donc Laurence a montré cette diapositive de TP en hybride, c'est-à-dire de partager entre deux centres qui reçoivent des patients en présentiel leur OTP. C'est vrai que ce n'est pas très facile à mettre en place parce qu'il faut vraiment un animateur, il faut des moyens techniques performants et des animateurs à la fois numériques et de TP. Ce n'est pas la même personne qui peut gérer les choses, sinon ça cafouille. Et pour l'instant, l'expérience qu'on a fait notamment dans la filière cardiogène sont encore un peu mitigées de faire de la visio entre deux centres distants, mais bon, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Mais la question est de savoir si dans ce format-là, et pourquoi c'était mitigé, parce qu'il avait été associé aussi des patients qui étaient tout seuls en individuel chez eux, avec des groupes qui étaient dans une situation de TP présentiel. Donc ça, c'est peut-être quand même compliqué pour faire interagir toutes ces personnes. Alors des outils numériques, on en utilise déjà. Hein, notre dernier ETP qui date d'une semaine, on a
chez des patients de 10 à 14 ans, on a présenté ces 2 petits films qui sont disponibles sur YouTube, qui sont pour expliquer la génétique aux enfants, le voyage au pays de la génétique. Je crois que c'était le centre de Dijon qui l'avait mis en place. Et puis, l'hygiène de vie, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est adressé, c'est surtout pour les cardiopathies congénitales, mais en fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie chez l'enfant en termes de alimentation, activité physique et sportive, prévention de l'endocardite, par exemple. Et donc, c'est souvent, en fait, des vidéos qui sont assez courtes et qui sont très bien vécues et qui permettent de discuter de différentes thématiques sans être trop pompeux. On a aussi des ateliers finalement où on a dit on se sert d'une roue finalement, donc c'est assez ludique, ça permet de dire voilà là de quoi on va parler de prévention et on va tirer des cartes où on va aborder cette thématique là. Est-ce qu'il y a des questions des patients? Est-ce qu'on a des questions nous à poser? Donc les patients souvent ont des tablettes et ils vont répondre à un certain nombre de questions. Marfan, ça te fait penser à quoi? Vous voyez que le premier mot qui ressort c'est douleur quand même, problème cardiaque, et puis après le sommaire finalement de la journée, finalement qu'est-ce qu'ils retiennent? La grande accessibilité des médecins. À table j'étais avec Dulac et j'ai mangé mon casse-croûte avec lui. C'est ça que j'ai retenu de la journée. C'est ça. Parfois c'est pas toujours ce qu'on attend, qui ressort de ces journées, mais c'est quand même important. Alors des filières maladies rares se sont associées à des prestataires finalement pour mettre des outils numériques à disposition. Et donc, dans la filière cardiogène, dans laquelle je participe à un groupe de travail, par exemple, c'est ce qui a été fait pour l'IETP concernant l'endocardite infectieuse, qui peut concerner des patients Marfan, mais ce n'est pas le problème principal. Vous voyez que les compétences attendues, c'est savoir, comprendre, expliquer l'endocardite, savoir-faire, faire face au comportement à risque, savoir-être, verbaliser, partager avec des pairs, donc avec des objectifs éducatifs, et puis donc différentes séquences qui sont mises en place pour définir ce que c'est que l'endocardite et quels sont les facteurs de risque. Et donc voilà un petit peu comment ça se présente, et c'est utilisable donc à la fois en distanciel et en présentiel pour finalement décrire la pathologie de façon assez ludique et faire participer le patient en termes de quels sont les symptômes, quelles sont les situations à risque, et de mettre en place finalement, de montrer dans la vie réelle comment ça peut se passer et répondre finalement à des situations données pour faire face aux situations du quotidien. Alors, un autre domaine, finalement, en cardiologie pédiatrique, la première fois qu'on a fait l'éducation thérapeutique, c'est par rapport au problème des AVK, c'est-à-dire que le dispositif d'automesure de l'INR n'était remboursé que si on avait fait une session d'éducation thérapeutique. Et donc, le problème, c'est que pendant la pandémie, il fallait quand même continuer à poursuivre ce format, cette éducation thérapeutique. Et donc, il y a eu une réflexion pour passer en partie en numérique et mettre des dispositifs à disposition des patients, à la fois pour faire le diagnostic éducatif, pour donner un support de connaissances, pour faire des questionnaires, des quiz, et continuer à faire ce programme avec vraiment une co-construction entre les patients, les familles et les professionnels. Et donc, il y avait un jeu éducatif, d'ailleurs qui concernait les AVK, mais qui concernait aussi les cardiopathies congénitales, qui concernait les problèmes rythmiques, etc. Et ce jeu éducatif a été numérisé et permet finalement de jouer autant qu'on veut pour les patients à distance, de façon assez ludique et interactive. Et finalement, c'est ça qu'on cherche, notamment chez les plus jeunes, pour les garder intéressés et leur donner une formation qui soit le plus ludique et interactive possible. Voilà. Et ensuite, ça permet aussi d'évaluer finalement leurs compétences, leurs connaissances et finalement la pertinence finalement du programme. Donc l'utilité d'une plateforme, ce n'est pas de remplacer le TP en présentiel, mais c'est vraiment de la compléter, permettant une collaboration des parents, une participation active qui intègre le ludique, mais ça demande une co-construction avec les familles, avec les patients,
pour avoir un outil qui permet souvent d'aider à l'autonomisation à l'âge adulte. Et ça peut permettre finalement au plus grand nombre d'en profiter une fois qu'on a une plateforme numérique. Ben évidemment, cette plateforme peut être utilisée par l'ensemble des acteurs et des patients concernés. Ce qui est important, évidemment, c'est d'évaluer ces plateformes par différents critères, y compris de qualité de vie, d'autonomie chez ces patients pour en comprendre la pertinence. Alors voilà, par exemple, ça, c'est les outils statistiques qui permettent de savoir quel est le degré d'engagement des patients dans un programme de TP, finalement, combien l'ont réalisé, combien l'ont fini, quels âges ils avaient, est-ce que c'était des ateliers individuels, collectifs. Donc, ça permet ensuite d'adapter ce type de programme. Donc ça, c'est des outils qui ont été mis en place avec un prestataire qui s'appelle Stimulab, qui aujourd'hui travaille avec, je crois, 7 filières maladies rares sur donc un certain nombre de programmes d'éducation thérapeutique. Et donc, c'est, je ne sais pas si c'est une start-up ou un prestataire, qui a des APA, des éducateurs, des ingénieurs spécialisés dans le numérique et qui propose donc d'accompagner les équipes dans la construction d'outils numériques de TP. Alors, pour syndrome de Marfan, on a fait un certain nombre de petits modules. Il y en a que je ne vous montrerai pas parce qu'ils ne sont pas au point. Celui-là, c'est pour expliquer notamment la dilatation de l'aorte et la dissection aortique de façon assez ludique. Je l'ai testé là, cette semaine chez des patients jeunes. Donc voilà, c'est encore, il y a des améliorations à faire. Il faut voir comment il faut mettre des annotations. Est-ce qu'il faut mettre du son? Est-ce que voilà, c'est des petits modules qui ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire que ça, on peut le montrer lors d'une consultation. Là, c'est la dissection aortique. Vous voyez, ça dure 3 minutes. Donc, en 5-10 minutes, on peut montrer des modules sur les faits essentiels, les problèmes principaux qu'on veut faire passer, les messages principaux qu'on veut faire passer. Et donc, avec une partie informative et une partie ludique, là, c'est de dire quels sont les symptômes et les signes d'alerte d'une dissection aortique. Et donc, le patient, il bouge finalement les différents items dans la bonne case. Et donc, on a un même module aussi sur les activités physiques et sportives, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qui permet finalement même de faire de l'ETP individuel lorsque le patient vient en hôpital de jour. Voilà, donc en gros, les outils numériques, eux, ils ne font rien. C'est vraiment, ils peuvent être des facilitateurs des apprentissages avec une orientation pour des pédagogies plus actives, plus interactives, ludiques, qui vont amplifier le présentiel. Donc, vous avez compris que pour l'instant, nous, on n'est pas sur l'idée de passer tout en distanciel. Peut-être on y viendra, mais on pense qu'il faut du temps pour que les outils soient au point, soient adaptés. Donc, il faut vraiment les évaluer avant de laisser le patient autonome, en tout cas pour les patients qui sont concernés dans nos programmes, les enfants et en âge de transition. Et donc, en tout cas, ça passe par une co-construction avec les professionnels, les patients experts, les familles, les prestataires, pour évaluer chaque étape. Voilà, je vous remercie. Des réactions à ce topo? Qu'est-ce que c'est cette boîte? Stimulab. Stimulab. C'est une boîte qui est vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont spécialisés dans l'accompagnement de l'éducation thérapeutique. Et tu as une idée de ce que ça coûte, etc. ou pas? De faire affaire avec eux? Oui, j'ai une idée, oui. De mettre en place... Alors, j'ai une idée d'une part parce qu'on a répondu à un appel d'offres de la filière cardiogène. Il se trouve que maintenant, il est sur l'éducation thérapeutique sur l'HTAP et que nous-mêmes, on a demandé un devis pour faire des modules d'éducation thérapeutique. Donc, c'est 24 000 euros. 24 000 euros pour construire et accompagner un programme avec différents modules et l'améliorer avec le temps.
Et donc, tu as commencé à travailler là-dessus ou bien tu es Oui, en train de... oui, oui, parce qu'en réalité, on a eu du budget pour l'éducation thérapeutique, puisque d'une part, on a eu le financement des GOS TP Grand Sud, on a eu le financement recherche pour le protocole d'éducation thérapeutique, enfin, euh, euh, avec l'évaluation de la qualité de vie, et on a eu aussi la fondation Groupama qui nous a... Donc en fait, on se l'autofinance quoi, avec les projets qu'on a eus, parce qu'en réalité, finalement, l'argent qui nous est donné, une fois qu'on a acheté des tablettes numériques et un système de vidéoconférence sécurisé, ça ne sert pas à payer du personnel. Donc bon, pourquoi pas construire des outils numériques qui vont nous servir lors des séances présentielles, peut-être en distanciel, et qu'on pourra donner à tout le monde. Enfin, c'est l'idée quand même. C'était la deuxième question. Les outils numériques dont tu viens de nous parler, par le Marfan, etc., a priori, c'est disponible pour tout le monde. Ça va être disponible pour tout le monde. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de le faire comme ça, oui. Donc, on va être très riche en outils numériques. J'ai l'impression qu'on va avoir des trucs dans tous les sens. Super. Oui. Le fameux forfait là, de 24 000 €, il y a un nombre de modules visio qui est prédéterminé. Alors, on l'avait ciblé, oui, on avait effectivement donné un certain nombre d'objectifs et de modules. Je ne me souviens plus quel est le nombre précis. Mais par exemple, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, on avait 6-7 types de modules. Et le prix était le même, je vois, alors que, bon, donc j'ai l'impression que c'est un peu un forfait ou un... Alors non, c'est une boîte nationale. Disons que il y a un certain nombre d'hôpitaux qui travaillent déjà avec eux. Il y a un certain nombre de filières qui travaillent avec eux. Donc il y a Cardiogène, donc c'est tout ce qui est maladie rythmique héréditaire, tout ce qui est myocardiopathie, cardiopathie congénitale. Mais il y a 6 autres filières. Et puis il y a un certain nombre de CHU. Il y a le CHU de Bordeaux, il y a le CHU de Nantes, il y a Paris, il y a la PHP. Enfin, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui sont déjà finalement, qui ont probablement fait des conventions avec eux pour développer des outils numériques. La PHP, tu dis? J'ai l'impression, oui, puisque Necker a fait le programme concernant les AVK avec eux. Alors, il y a un problème dans les conventions. Oui. Il y a un problème, effectivement, c'est que, théoriquement, quand on a des budgets comme ça pour des outils de ce type-là, si ça dépasse une certaine somme, il faut faire un appel au marché public. Mais c'est 40 000. Et c'est 40 000 €. Donc 24 000 € ça passe. Oui. C'est prévu pour. C'est ce qu'on m'a répondu, donc du coup, bon, ça. Ils l'ont pas fait par hasard, quoi. Des remarques, des questions? Oui, Stéphane. Est-ce que tu n'en as pas? Non, tu n'as pas de... Merci beaucoup pour cette présentation, parce que nous, on est en phase de transition, j'allais dire. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'est l'hybride, mais l'hybride, entre guillemets, d'abord du présentiel et après du distanciel. Mais faire effectivement les deux en même temps, comme vous l'avez pu voir sur quelques exemples, c'est très, très compliqué. Par contre, faire une partie initiale en présentiel avec quelqu'un qui connaît déjà, qui a compris l'esprit de l'ETP, parce que c'est quand même, on ne parle pas beaucoup, mais l'ETP, c'est quand même une posture très différente de la posture médicale habituelle ou habituelle soignante, où on disait aux patients ce qu'on voulait qu'ils sachent, alors que maintenant, dans une démarche plutôt, qu'est-ce que le patient a besoin de savoir pour se soigner mieux? Donc c'est vraiment le patient qui doit nous dire, moi je veux avoir ces informations pour pouvoir être soigné mieux. Et je pense que dans les outils permettent maintenant de faire effectivement une partie de présentiel, avant, après, enfin en tout cas que ça soit pas mixte. Et nous, donc, on travaille avec Barnabé.io, hein, qui est l'autre fournisseur, l'autre grand, peut-être moins grand que le vôtre, moins cher, hein, sur le plan finance, enfin, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et l'avantage qu'on y trouve, nous, c'est qu'on demande aux fournisseurs d'adapter chaque fois ce qu'on veut dans l'atelier. Si on veut mettre un quiz, si on veut mettre des vidéos, si on met des choses, voilà, un paperboard en direct, voilà. On demande ce qu'on veut comme facilité dans l'outil. C'est l'idée, c'est-à-dire que moi j'ai renvoyé toute une partie de ce qui avait été proposé, parce que par exemple le texte était trop petit. Je dis c'est pas possible, les patients Marfan ils ont des difficultés de vision, si on met des trucs trop petits c'est pas adapté. Non, ils sont tout à fait à l'écoute et
effectivement, on est quand même co-responsable du produit, de ce qui va en sortir, quoi. Donc c'est important que ça soit évalué à chaque étape. Et au contraire, ils disent allez-y, critiquez, et on va avancer comme ça pour adapter les outils. Alors effectivement, moi, je ne sais pas bien jusqu'où on va aller dans ce programme. Aujourd'hui, on va le faire avec le centre de Marseille. Donc de toute façon, ils ont mis aucune il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Donc on va les utiliser comme on l'entend, surtout quand c'est des petits modules comme ça pour expliquer des choses comme la dissection aortique et la dilatation aortique. Ça a l'air de rien, mais quand nous, on évalue par des questionnaires avant, après, la dissection aortique, les jeunes qui arrivent à 18 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas définir sur les QCM, ils se trompent, quoi. Donc, alors que là, on voit que sur des outils qui durent de quelques minutes, surtout si c'est répété, si après ils peuvent y accéder facilement, c'est sans doute des choses qui vont acquérir. Dans le syndrome de Marfan, c'est un peu différent d'autres pathologies dont on a parlé aujourd'hui, du lymphodème ou le rendu oculaire, où il y a des connaissances en soins qui sont importantes à connaître. On n'a pas tellement ça dans le... On a besoin que les gens sachent un petit peu pourquoi on les prend en charge, pourquoi on les met sous des bêta-bloquants, pourquoi on les suit, pourquoi on adapte l'activité physique et sportive. Et donc il y a quelques domaines comme ça qu'il ne faut pas louper, qui sont essentiels, qu'on peut faire même sur du micro-learning ou sur du mobile learning, c'est-à-dire qu'ils ont des petites pastilles de quelques minutes. Au moins, s'ils ont retenu ça ou s'ils ont ça, c'est une partie qui est gagnée déjà. J'avais juste pour Barnabé, j'avais demandé un devis également tout au début, juste pour savoir pour tout ce qui était rendez-vous et le premier logiciel, c'était, je pense, à 1800 euros, c'était moins cher. Mais j'avais une question, en fait, tous les ETP, il faut quelque part, l'hôpital récupère de l'argent ou pas, par nombre d'ETP. Et du coup, la question, quand on fait du virtuel, ou si on veut même faire du virtuel sur le territoire, il va se poser la question, quel hôpital récupère l'argent, non ? Alors nous, on a déposé le IETP, qui n'a pas été refusé, donc ça veut dire qu'il a été accepté. On l'a déposé à l'ARS Île-de-France, et c'est Bichat qui l'a déposé, donc je pense que... C'est vrai que théoriquement, on a un financement au-delà de 25 patients qui font de l'ETP. Il faut 25 patients par an pour avoir de l'argent qui arrive. Mais bon, c'est vrai que si c'est ouvert à tout le monde... on va trouver des solutions. Il ne faut pas que ce soit un frein. De toute façon, déjà, l'argent qui arrive à l'hôpital, on le touche. De toute façon, on ne le récupère jamais, mais bon, c'est histoire de... Bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour ça et qu'on fasse une petite pause, puisque c'est ça. À moins qu'il y ait une question encore, oui. Je voulais juste vous parler un petit peu de la psychonomie, parce qu'actuellement, je suis rentrée dans un projet de recherche clinique sur l'évaluation des résultats, et vous parliez de financement et tout cela. Et ceci est d'autant plus important de faire un partenariat gagnant-gagnant. En fait, j'avais proposé mes services au sein des maladies rares également. Là, actuellement, on va intervenir aussi sur l'Institut Raphaël, centre de l'après-cancer, donc déjà dans un premier temps sur leur personnel. Mais pourquoi je voulais en parler ? Parce qu'en fait, cette technique permet de prendre en charge le patient dans sa globalité émotionnelle, physique, au complet. Et le protocole de recherche clinique peut nous permettre d'avoir des financements, en fait. Voilà. Je sais pas Très bien. Je pense qu'il faudrait que vous structuriez un petit peu tout ça pour nous faire une présentation qu'on puisse comprendre plus complètement une prochaine fois. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, à vous. Donc, OK, donc je vous propose qu'on fasse la pause qui était prévue, que tout le monde